Bonjour à tous, bienvenue aux rencontres de l'UPP Île-de-France. Ce soir, on parle plateforme éthique, plateforme équitable. On a plusieurs invités en présentiel et puis aussi en ligne. Alors, on a Odile Chani qui est avec nous ce soir, qui est économiste, co-animatrice du réseau, c'est de l'anglais, Sharers and Workers. Vous avez vu comme j'en parle bien. Et vous êtes co-autrice aussi du livre Désubériser, reprendre le contrôle, aux éditions du Faubourg. On va avoir Nicolas Buquet, qui est fondateur de la plateforme UCAPT, UCAPT. Bonjour. Voilà. Bonjour Nicolas. Et puis on aura aussi dans la salle, on a Julie Sarah Marguet, qui est CEO de la photothèque Pictia. Voilà, qui nous viendra aussi témoigner et nous raconter son aventure, l'aventure de Pictia. On va commencer avec vous, Odile. Un peu une première question sur les plateformes. Je me recule, hop, voilà. Évidemment, la photographie n'a pas échappé aux plateformes, donc on en parlera. De manière peut-être plus générale, une première question, aujourd'hui, les plateformes, qu'est-ce que ça représente au niveau de l'emploi en France, les plateformes? Alors, déjà bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. À l'heure actuelle, en fait, on a une sorte d'iceberg, enfin pour ce qui reste d'iceberg, on va dire ça comme ça, sur une partie émergée, qui sont très différentes, très différenciées. Ça représente relativement peu d'emplois, puisqu'on est sur l'ordre de 200 000 quand on essaie de les mesurer. Et puis, c'est surtout très concentré encore, en tout cas sur ce qu'on connaît, on est capable de mesurer sur des secteurs qu'on connaît, qu'on croise dans la rue, c'est-à-dire la mobilité, la foodtech. C'est ça vraiment les plateformes qu'on connaît et qui représentent le gros des bataillons des 200 000. L'hôtellerie aussi, par exemple, comme Booking, qui est une plateforme... Alors, quand je parle des plateformes, il y a une diversité des plateformes. Et effectivement, il y a des plateformes qui sont des plateformes dans lesquelles il y a de l'emploi, du travail, ou des plateformes qui sont plus des plateformes d'intermédiation. Donc Amazon est une plateforme, Blablacar est une plateforme sur lesquelles on a aussi on peut se poser la question du travail. Mais quand on parle des 200 000, c'est qu'il y a vraiment une relation de prestation de service. Prestation de service, donc d'accord. Un photographe passe par une plateforme pour une prestation de service. Un livreur passe par une plateforme pour livrer un repas et un chauffeur passe par une plateforme pour transporter une personne. Et c'est ce champ-là qui représente 200 000 personnes environ à l'heure actuelle en France. C'est-à-dire très peu, en fait. Ah oui, tout à fait. On a l'idée du chiffre d'affaires, à peu près, des plateformes? Non, peut-être non. pas. Non, mais on va le trouver. On va le trouver. Oui. On va le trouver. Est-ce que cette tendance à la plateformisation qu'on constate, évidemment, est-ce qu'elle est complètement inéluctable? Est-ce qu'on est parti sur ce type de service? On a un petit peu d'écho. Peut-être remonter votre micro. Non, ouais, non, c'est bien. Voilà, allez-y, vous pouvez. Voilà. Est-ce que c'est inéluctable cette économie et cette plateformisation? Elle participe d'abord d'une tendance assez longue qu'on connaît. On connaît ce que c'est que l'externalisation, l'emploi sous-traitance, tout ce qui est le recentrage sur le cœur de métier des entreprises. Donc ça participe de la transformation sur un temps long et qui était déjà amené à se prolonger. Mais par contre, là où ce qui est nouveau et ce qui est en train de se jouer, c'est tout l'impact des potentialités permises par le numérique dans la capacité qu'on a en fait à offrir et à permettre des modalités d'intermédiation, de mise en relation des acteurs avec justement cette potentialité qu'est la plateforme, c'est-à-dire ce qu'on appelle en économie un marché biface où on a une plateforme avec différents types d'usagers qui peuvent être des travailleurs, des consommateurs, des donneurs d'ordre, des prestataires. Et ça c'est qui est la nouveauté des années 2000 qu'on a
qui nous a tous un peu pris de court aussi, parce qu'on était habitués à des plateformes quelque part, comme qu'on connaissait, qui étaient dans notre environnement de citoyens, d'acteurs, de travailleurs, enfin bref, quotidien, on va dire, d'usagers. Ces plateformes-là et cette capacité qu'on a en quelque part s'émanciper d'une forme organisationnelle qui est l'entreprise, et donc à offrir d'autres modalités d'intermédiation en bousculant complètement tous les acteurs traditionnels, elle n'était pas forcément attendue, et par contre elle entraîne avec elle de grandes potentialités, parce que tout simplement c'est des acteurs qui en fait on peuvent avoir au regard leur capacité à capter des effets de réseau, puisque c'est vraiment là-dessus que ça repose, une capacité à occuper des places, des parts de marché, et à bousculer les acteurs qui sont là avant eux, qui est assez impressionnante. Et dans ce sens-là, effectivement, l'ampleur du développement de la plateformisation, pour l'instant, on le voit plutôt sur certains secteurs qu'on connaît. C'est en gros plutôt ce qu'on appelle traditionnellement les secteurs en B2C, c'est-à-dire voilà, moi j'achète un repas, moi j'ai fait usage d'une femme de ménage, ou je fais garder mes enfants par quelqu'un quelqu'un qui passe par une plateforme. Par contre, ce qui est en train vraiment de monter, et je pense que d'ailleurs la photographie participe de ce type d'usage de la plateforme, c'est les prestations B2B, c'est-à-dire le fait que tout simplement, on observe de plus en plus d'entreprises qui font appel à des prestataires sur des compétences plutôt qualifiées, et pas que sur les métiers du digital. Moi, je le vois typiquement, notamment par exemple sur du management de transition, c'est-à-dire que vous avez besoin d'un RH pour une mission, pour un temps donné, maintenant vous pouvez passer par une plateforme. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu présent dans le débat public. C'est vraiment ce qui est en train de monter. Ça arrange beaucoup certaines entreprises qui ont des difficultés aussi, tout simplement, à gérer des gros projets, parce qu'elles n'ont pas eu la capacité aussi d'accompagner les montées en compétences, et parce qu'on a un contexte démographique aussi qui n'est pas forcément favorable dans certains cas. Et du coup, cette capacité de recourir à des opérateurs qui proposent des compétences qui peuvent être situées à peu près n'importe où dans le monde, en l'occurrence aussi en Europe, mais pas que, c'est quelque chose qui est vraiment en train de prendre de l'importance. Et c'est ça que j'appelle un peu la partie immergée, c'est-à-dire que celle-là, on la voit relativement peu. Par contre, c'est pas pour ça qu'elle n'est pas en train vraiment de monter en puissance, et qu'elle interpelle beaucoup sur l'impact que ça a socialement, du point de vue, y compris du fait que pour le coup, on voit que ça déborde des secteurs très localisés, qu'on identifie bien, sur lesquels on se dit l'espace de la ville il est limité, donc on ne va pas mettre 55 000 VTC dans le 2e et 3e arrondissement de Paris. D'accord, très bien, très bien. Je vérifie juste quelque chose. Oui, très bien, ça marche. Alors, comme vous le dites dans votre dernier article dans Libération, la promesse originelle des plateformes, c'était d'améliorer la nature et la qualité des services aux clients et aux consommateurs. On s'est vite aperçu évidemment qu'il y avait un revers de la médaille qui était assez terrifiant, non ? Très concrètement. Il y a une précarité, des tarifs souvent assez bas. C'est rien, c'est ça. Allez-y. Ce qui est très très particulier avec les plateformes, quand on se pose sur justement ce qu'elles ont fait aux différents marchés sur lesquels elles sont arrivées, c'est qu'en fait, en gros, elles sont arrivées comme des opérateurs de la société de l'information, des entreprises de la société de l'information, qui en fait, en quelque sorte, sont arrivées en dehors de tout cadre de régulation. C'est-à-dire qu'une entreprise de la société de l'information, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez dans les traités européens, vous n'êtes pas assujetti au droit du travail, vous n'êtes pas assujetti à une bonne partie du droit de la concurrence, toutes les réglementations locales ne s'appliquent pas. Et donc en fait, elles sont arrivées avec une sorte de capacité d'agir en matière d'expérimentation technologique et d'organisation sociale et économique qui était quand même assez large. Donc ça, c'est ce que nous on a appelé dans le livre le temps de la sidération. C'est-à-dire qu'entre le moment où ces acteurs-là, en plus très, très agressifs, avec une culture anglo-saxonne, arrivent sur certains marchés, ils bousculent tout le monde.
Et puis il y a le temps, et puis petit à petit les acteurs se réveillent. Mais par contre, ce que vous évoquez sur cet impact et en tout cas cette dimension assez peu vertueuse sur le plan social, c'est le fait que pas toutes les plateformes, mais un nombre important de plateformes, en particulier celles qui sont positionnées sur des segments en quelque sorte à faible valeur ajoutée, parce que se faire livrer un repas qu'on achète pour une valeur de 15 ou 16 euros, c'est pas non plus une prestation de valeur ajoutée. En gros, il n'y a quasi pas d'autre choix que de s'ajuster sur la variable du coût du travail. En quelque sorte, en gros, vous pouvez pas, si vous êtes une plateforme de livraison de repas, vous ne pouvez pas augmenter la commission que vous prélevez autant que vous voulez sur le restaurateur, parce que vous allez tout simplement lui couper toutes ses marges. Vous ne pouvez pas non plus augmenter trop le prix que vous avez demandé au consommateur, parce qu'il a un consentement à payer qui est relativement peu élevé. Et si vous le montez trop, il ira voir un concurrent sur une autre plateforme, parce qu'on est en plus sur des comportements qui sont extrêmement, ce qu'on dit en économie, élastiques, c'est-à-dire que vous réagissez très vite. Si Uber devient trop cher, vous allez voir Hitch, et si Glovo est trop cher par rapport à Deliveroo, vous irez voir le voisin. Et donc en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en quelque sorte, la variable d'ajustement, c'est la variable qui est la rémunération du travail qui permet justement cette mise en relation-là. D'accord. Dans un contexte où justement on est complètement hors cadre de régulation. Et justement, donc par rapport à ça, j'avais compris que vous proposiez donc 3 axes un peu de réflexion, en tout cas d'orientation, donc civiliser, accompagner et outiller. Donc civiliser, on l'a un petit peu évoqué là avec ce côté, on est après la sidération, on va dire. Mais c'est déjà civiliser, c'est un mot très très fort quand même. Moi je trouve, on part de loin. Oui, ce qui est le cas, c'est-à-dire que de fait, ces acteurs-là sont arrivés avec une chance phénoménale, c'est qu'ils ont été considérés comme des acteurs de la technologie. Alors même qu'en fait, ils interviennent sur des secteurs qui sont extrêmement identifiés. Vous prenez les VTC, les cochers, ça existe depuis le XVIIe siècle. Par contre, il a fallu attendre une décision de la Cour de justice de l'Union européenne de 2014 pour qu'on considère que Uber était une société qui faisait aussi un service de transport de personnes. Donc civiliser, c'est fort, mais c'est nécessaire. C'est de simplement considérer qu'il y a un moment donné, effectivement, le temps de la régulation est un temps nécessaire. Et d'ailleurs, de fait, il est en mouvement, ce temps de régulation. Ça a démarré, on va dire, par de l'autorégulation. La charte est quelque chose qui est un objet extrêmement intéressant quand on est dans un contexte où, effectivement, on veut expérimenter un peu dans un contexte juridique qui est un petit peu flottant. Et cette forme d'autorégulation très vertueuse qu'on observe aussi chez des acteurs très engagés vertueusement, elle n'est pas suffisante quand on a des acteurs qui sont très agressifs. Et donc la régulation, c'est celle du secteur, c'est celle du droit du travail, c'est celle du juge. Il n'est pas forcément d'ailleurs évident que la régulation uniquement devant les tribunaux soit les aisée, parce qu'en fait elle laisse subsister une énorme aversion au risque juridique. La situation dans laquelle on est à l'heure actuelle en France, c'est que le législateur et les pouvoirs publics se sentent obligés de fournir un cadre juridique parce que les plateformes et ces opérateurs-là estiment qu'en fait ils ne sont pas sécurisés juridiquement. On pourrait dire, c'est la vie. Vous expérimentez en quelque sorte finalement accepter la règle du jeu qui est que les murs du droit bougent en même temps, vous les faites bouger, mais ils bougent au travers de la jurisprudence. Donc ça, c'est cette question cette première piste de civiliser, accompagner, c'est dire en quelque sorte tout le monde monte en maturité. Quand Uber est arrivé en France, Uber n'avait strictement aucune culture. Il est fort probable de ce que c'est que des relations RH, tout simplement le dialogue social, et avec quelque chose qui était un terrain européen très inconnu. Et donc, il y a eu l'idée aussi qu'il peut y avoir une montée en maturité des acteurs avec tout simplement, pourquoi pas, l'idée de changement aussi dans la valeur qui est proposée, une montée dans la prestation de valeur qui est proposée, et puis tout simplement le fait que les modèles bougent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'Uber
n'est pas qu'une entreprise de transport de personnes, c'est aussi un opérateur de mobilité. On peut aussi voir qu'il y a un enrichissement de la valeur qui est proposée. Enrichir la valeur, c'est se dire, quelque part, si je propose une prestation qui est plus chère, je vais pouvoir aussi payer mieux le travail qui va avec. Typiquement, on prend une plateforme de livraison, vous aurez une proposition de valeur qui sera plus importante. Si vous livrez, si vous êtes dans la logistique et vous transportez je sais pas, des prothèses dentaires ou des médicaments, que si vous transportez des repas. Donc. Et de même que vous pouvez avoir l'idée d'avoir une chaîne de valeur sur laquelle vous allez produire vous-même et associer des parties prenantes. Et donc ça c'est l'idée d'accompagner sur une forme de maturité vertueuse sur le plan économique et social, et pourquoi pas technologique. Et puis outiller, pour nous, c'est peut-être la piste qu'on préfère, au sens où c'est celle qui est la plus innovante du point de vue des mondes qu'elle ouvre. C'est outiller des acteurs qui essayent d'expérimenter des nouvelles formes d'organisation plus distribuées, coopératives, en quelque sorte qui aussi exploitent toutes les potentialités que nous donne le numérique. Le numérique, c'est d'abord des outils, des communs, c'est des usages nouveaux, c'est une démultiplication des effets de réseau qu'on peut avoir. Encore faut-il que ce soit fait de manière vertueuse. Et là, on voit que la période actuelle, elle est complexe parce que le régulateur a peur, les acteurs ont peur d'être en permanence confrontés à un risque juridique. Et je pense que ça n'est pas forcément vertueux en tout cas positif, pour la tolérance qu'on peut avoir pour des nouvelles expérimentations organisationnelles. Et on en a eu l'exemple là, très récemment en France avec ce qui s'est passé pour Smart. Donc on en dira, non, tout à fait, on en dira deux mots, tout à fait. On va se tourner vers Nicolas. Nicolas, tu nous entends? Oui, je vous entends. Oui. C'est super, Nicolas est en ligne. T'es à combien de kilomètres de nous? 250 km. Bon, très bien. Nicolas Buquet, vous êtes fondateur de la plateforme de commande et de reportage photo et vidéo professionnel UCAPT. Oui. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous raconter, nous évoquer un peu l'aventure de cette plateforme? C'est 2018 la naissance d'UCAPT ou 2019? Non, c'est 2018. 2018, d'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette plateforme? Comment ça s'est passé? Vous êtes un ingénieur en informatique, qui me semble à la base, c'est votre métier et donc vous développez des applications, et puis donc c'est de la passion de la photographie. Comment ça s'est passé? Bien, en fait, on a été deux développeurs qui avons été sollicités par un ami commun qui, lui, est designer graphiste. Et en tant que designer graphiste, pour un certain nombre de clients, il avait des recherches à faire sur les banques photos assez fréquemment. Et il y a une offre de visuel sur les banques photos qui est pléthorique. Et entre le temps de recherche et de sélection, le temps de soumission au client et de validation par le client, il s'est rendu compte qu'il y avait une perte de temps phénoménale. Moi, je l'ai même vécu en direct avec certains clients qui se faisaient rappeler. Donc moi, je suis à mon compte en tant que développeur, j'interviens pour des agences entre autres. Et j'ai vu en direct des clients qui appelaient l'agence, avec qui j'étais à ce moment-là, pour lui dire les visuels fournis ne sont pas validés. Et donc pour l'agence, ça veut dire qu'il faut repartir en sélection parmi des dizaines de milliers de photos pour essayer de trouver celle qui va correspondre aux besoins du client. Donc notre ami designer qui est à l'origine de la plateforme UCAPT s'est dit, plutôt que d'essayer de trouver quelque chose qui va faire au client sur des banques photos parmi les visuels existants, préférons une création sur mesure. Une création sur mesure, c'est un cahier des charges qu'on confie à un professionnel photographe, voire graphiste, mais nous c'est plutôt photographe,
pour créer du sur-mesure pour le client, avec toute l'expérience que peut avoir le photographe par rapport au domaine d'activité du client. Et l'idée m'a paru pertinente et on s'est associé à 3 pour commencer à créer un workflow pour voir ce que ça pourrait donner. Voilà. Ok, très bien. À l'époque, quand vous concevez UCAPT, il y a déjà d'autres plateformes sur le marché qui existent déjà, il me semble. Oui, il y a quelques plateformes. Il y avait entre autres MyPhoto Agency et il y avait Shots qui devait déjà exister. Et il y avait aussi une autre société, Flash quelque chose, une société canadienne. Et puis après, des émanations des grandes banques d'images, Shutterstock, Getty et Adobe Stock, qui commençaient aussi à s'intéresser non plus au stock, et micro-stock, mais au custom, création custom. D'accord, très bien. La création custom, bien sûr, permet de générer plus de plus-value. Ok, très bien. Et donc, est-ce que vous pouvez nous raconter donc la naissance du CAPT et puis comment ça s'est développé jusqu'à aujourd'hui, comment ça se passe aussi aujourd'hui? Oui, alors UCAPT, on est parti au départ sur une ouverture. Alors, UCAPT est une plateforme d'intermédiation. Des clients expriment leurs besoins et la plateforme va sélectionner parmi les photographes inscrits ceux qui seront le plus à même d'apporter la meilleure réponse dans les contraintes de délai, de budget du client. La tarification sur UCAPT est libre, aussi bien côté photographe qui peut dire je ne travaille pas en dessous de tel tarif, que du côté client qui dit voilà j'ai une mission et j'ai tel budget pour la mener à bien. Ensuite, à charge de UCAPT de trouver le bon deal entre client, photographe et bien sûr la part de la plateforme aussi. C'est vous qui faisiez la sélection, on va dire, des photographes qui candidataient à la plateforme? Comment ça se passait? On était parti sur une plateforme complètement ouverte au niveau photographe, c'est-à-dire que tout le monde pouvait s'inscrire. Des photographes professionnels et des photographes non professionnels. Beaucoup de personnes publient sur Instagram et pensent qu'avec une photo et 2-3 filtres flatteurs, ils sont créateurs, ils sont photographes. Alors ils sont photographes dans le sens où oui, ils ont fait une photo. Mais quand on compare avec des productions professionnelles, on se rend compte que la photo, c'est pas simplement je cadre et je shoot. Il y a au moins la moitié de la création et de la valeur de la création qui se situe en amont, en préparation de la scène, et tout un tas de choses comme ça qui sont vraiment des compétences professionnelles et qui demandent des formations et de l'expérience. Donc, on a rapidement coupé l'inscription à toute personne et on est passé par une phase de validation manuelle. Donc, sur inscription, on allait chercher et demander des books, des expériences, des choses comme ça, numéro de tiret bien sûr, et on validait photographe professionnel ou photographe non professionnel. Responsabilité civile aussi, j'imagine? Dans les conditions générales de notre plateforme, le photographe s'engage à avoir une assurance responsabilité civile. Et au final, notre plateforme ne propose que des profils professionnels. D'accord, très bien. On a fait ce qu'on appelle une montée en gamme de notre offre de service. Alors ça, c'est la part photographe. Oui. De l'autre côté, il faut aussi monter en gamme au niveau client. Avoir des clients qui disent j'ai besoin de faire un reportage et sortir 40 photos sur ma société et j'ai un budget de 90 € pour ça, non, c'est pas la peine. Donc, on était en recherche, on va chercher et trouver des clients qui connaissaient la valeur des photos, qui connaît la valeur de l'image qu'elle va transmettre de son entreprise, de son savoir-faire, de ses produits, de ses personnels, et que c'est lieu pour des hôtels,
et donc le budget à mettre dedans. On a été agréablement surpris à ce niveau-là. Le budget qu'on avait visé entre production, photographe, etc., les sociétés qu'on a approchées étaient dans les mêmes eaux. À savoir qu'on est entre 1000 et 1500 euros la journée de reportage photo. Une journée de reportage photo, c'est préparation de la scène, shooting, retouche, livraison. Et dans les 1500 euros, il y avait des droits d'auteur qui étaient inclus, une session de droit qui était incluse. Alors on est sur une discussion très ouverte. Alors c'est là que je reviens sur ce que disait Odile, et je trouvais qu'elle avait totalement raison dans l'emploi du terme civilisé. Parce que les plateformes sont des acteurs du numérique, et le numérique, tout va très vite. Et quand un acteur s'installe, il y a la stratégie du take it all, c'est-à-dire on va essayer de prendre tout le marché ou la plus grosse part du marché le plus vite possible pour éliminer les autres. Les autres qui sont en phase de décollage et qui sont fragiles. Quand on voit Uber, hein, qui existe depuis plus de 10 ans et qui se permet de perdre 1 milliard de dollars par trimestre, on se rend compte que les autres petits acteurs à côté sont extrêmement fragiles. Les autres petits acteurs peuvent se battre pour essayer de trouver 50 000 euros de financement par trimestre. Mmh. Donc c'est vraiment David contre Goliath. Et c'est là où la société civile, le côté légal, hein, la France, l'Union européenne, etc., ont des choses à faire pour pas laisser faire n'importe quoi. Bien sûr, bien sûr. UCAPT, on était clairement positionné en B2B au final. Mmh. Bon, pour être clair sur là où on en est au niveau de UCAPT, on démarrait nos premières missions au moment du Covid, donc ça a été très dur et pour l'instant on est en stand-by. D'accord, donc pour l'instant vous êtes en stand-by. Et ça voulait... Par contre, qu'est-ce qu'on va essayer de créer? Une plateforme d'intermédiation, mais avec des critères éthiques, équitables, et être un tiers de confiance. Parce que le phénomène de plateformisation, et le terme est très bien choisi, il a le vent en poupe et il va se développer, il va continuer à se développer. Il va continuer à se développer parce que une société se concentre sur ses services et ses produits, et quand elle a besoin de sous-traitants, eh bien, maintenant, elle va s'adresser à des spécialistes intermédiaires pour recruter le bon sous-traitant. La phase de recrutement est compliquée, chronophage, et il y a une prise de risque. Est-ce que la personne que je recrute en freelance libéral ou en CDD CDI, est-ce que le choix va être le bon dès le début? Si le choix n'est pas le bon, il faut repartir à la recherche du bon candidat. Le client n'a pas ce qu'il voulait et en plus, il faut qu'il en consacre du temps. Donc, les sociétés vont passer de plus en plus par des plateformes spécialisées qui ont fait une sélection de candidats spécialisés. C'est ce qu'on appelle actuellement la flash organisation. Une société a besoin de réunir une équipe pour 2 jours, 15 jours, 2 mois, 6 mois. Eh bien, elle va passer par une plateforme de recrutement pour recruter temporairement des ultra spécialistes qui vont travailler ensemble. Et ça représente une charge définie à court terme pour la société. Donc ça diminue la prise de risque. Mmh. Par contre, il faut établir sa crédibilité en tant que plateforme et l'intermédiation de confiance, c'est fondamental si on veut être crédible. Bien sûr. Sans le Covid, UCAPT était plutôt bien partie. Elle se positionnait plutôt d'un niveau, on va dire, plutôt premium. Oui, complètement. On était sur du premium. En tant que premium, d'ailleurs,
on avait identifié qu'on avait un rôle d'éducation auprès des clients. On était en tarification libre, mais on se rendait compte qu'il y avait un certain nombre de clients qui venaient, qui disaient combien ça coûte. Et finalement, ils cherchaient le budget. Il y en a qui étaient dans le domaine de l'image qui connaissaient le budget. On a eu Getty qui était pile dans la fourchette qu'on avait définie. On a eu du reportage sur du salon de l'immobilier, du métier de l'immobilier, et la tarification était dans les clous aussi. Voilà, on a été assez surpris de manière positive à ce niveau-là, mais parce qu'il y avait une sélection de clients aussi. Après, les clients qui viennent et qui demandent combien ça coûte, on est là pour leur expliquer qu'un photographe professionnel, c'est du temps, de l'expertise, de l'expérience, un apport personnel, et pour que cet apport personnel soit intéressant, il faut que le photographe connaisse le client, identifie ses besoins pour y répondre de manière adaptée. Bon, c'est valable pour toute intermédiation. Bien sûr. Bien sûr. Même en transport de personnes. Hein. Oui, tout à fait. Avec la particularité pour les plateformes dédiées à la photographie et la vidéo, à la fois donc d'un service de professionnels dans la manière de faire le travail, et puis dans la livraison et dans la cession des droits d'utilisation des photographies, ce qui a été un peu ce que la profession on va dire, n'a pas beaucoup aimé à propos d'une plateforme qui a levé pas mal de fonds en 2019, où on s'était aperçu qu'il y avait des choses qui nous semblaient pas vraiment dans la légalité. Est-ce que Oui. cette partie du droit d'auteur, c'est dans ce que vous disiez de votre relation avec vos clients aussi, c'est quelque chose que les clients connaissent, et ils en sont sensibles, et c'est quelque chose qu'il faut à chaque fois leur expliquer? Alors je dirais qu'il y a deux profils différents. Il y a ceux qui connaissent le domaine de l'image et qui sont sensibilisés au droit au droit d'auteur et à la notion de propriété intellectuelle. Ça, c'est une première chose. Après, il y a un deuxième profil plus large qui est la personne pour qui la photo se résume à Instagram ou à son iPhone. Et donc tout le monde peut créer. Et là, il faut éduquer. On revient à la réflexion de base. Oui, je peux prendre une photo. C'est pas pour ça qu'elle va être bonne. Elle peut être belle, mais elle n'est pas forcément bonne par rapport aux besoins du client. On était parti d'ailleurs aussi, c'est intéressant, sur une offre mondiale au niveau de notre plateforme. Et on s'est rendu compte que c'était trop compliqué à gérer pour démarrer. Donc, on s'est replié sur le marché français parce que la culture a un rôle très important dans la relation à l'image. Ce qu'attend un client français d'une photo d'un dirigeant d'entreprise, par exemple, ne sera pas forcément la même chose que ce qu'attend un dirigeant d'entreprise indien. Sûr, oui, bien sûr. Oui. Voilà, ou d'Amérique du Sud, ou même italien, bien qu'il soit européen. Donc, au niveau de la photo, le marché reste, je pense, assez local. Il y a une autre chose aussi qui est que le photographe, en général, doit se déplacer. Donc, il y a la notion des frais de déplacement, qui fait qu'on va rester essentiellement local. Très bien, Nicolas, très bien. Alors, après, le droit d'auteur. Droit d'auteur, allons-y. C'est quelque chose de compliqué. Donc, nous, dans notre workflow, on gère les AGFA. Faut savoir qu'au niveau des photographes, il y a trois types de photographes. Il y a ceux qui sont en AGFA. Il y a ceux qui sont en auto-entrepreneurs, qui ne sont pas soumis à l'AGFA. Et le troisième type, les salariés, je crois d'ailleurs. Oui, salariés, oui. Voilà, qui ne sont non plus pas soumis au droit d'auteur, à l'AGFA.
Par contre, ce qu'ils produisent est propriété de leur employeur éventuellement, ça n'empêche pas qu'ils ont un droit de propriété intellectuelle inaliénable en France. Oui, oui, tout à fait. Enfin, oui, oui, ça c'est sûr. Oui. Donc le droit d'auteur varie en fonction des pays. Il y a le fait que la photo, on a l'impression que tout le monde peut en faire. Donc pour une certaine clientèle, c'est plus vu comme une création, mais comme ce qu'on appelle une commodité, un bien. J'achète et je peux en faire ce que je veux. Ce qui est bien sûr pas du tout le cas en France et dans un certain nombre de pays. Et là, on a, nous, au niveau de nos clients, l'éducation, on avait l'éducation et l'information à faire, en disant, en passant par notre plateforme, vous signez automatiquement un contrat de cession de droit avec les photographes. D'une part, pour cadrer le travail et protéger, enfin, respecter la législation française, protéger le photographe, mais protéger aussi le client. En France, il y a eu des clients qui ont acheté des photos à des photographes. Ils avaient la photo, mais ils n'avaient pas de droit d'exploitation. Oui, c'est sûr. Donc, le jour où ils l'ont exploité, il y avait une prise de risque. Pour revenir sur les acteurs du numérique, la législation est locale, et donc on a un certain nombre d'acteurs de plateformes numériques qui, comme disait Odile, peuvent s'installer n'importe où dans le monde, et qui vont s'installer là où la législation est la plus laxiste. Donc les conditions générales d'utilisation sont très légères, et on a l'impression qu'on peut faire n'importe quoi, alors qu'en fait, ça ne les exempte pas de respecter les législations locales là où a lieu la vente. Les banques d'images qui sont installées à New York en disant s'il y a litige, ça se réglera devant un tribunal à New York, sont des erreurs. Un client français qui a un litige avec la plateforme pourra porter l'affaire devant le tribunal de Paris. Et ce sera réglé par les lois françaises, selon les lois françaises. Donc c'est une grosse jungle. Et je rejoins le côté besoin de civiliser les choses. Parfait. Merci beaucoup. Odile, peut-être une réaction sur l'économie des plateformes photographiques, peut-être là-dessus. Je vais vous rallumer le micro, je pense que. Voilà. Je crois que c'est le fait de le rapprocher un petit peu de ça. Donc, si vous le mettez pas, voilà, pas trop près de vous, je pense que ça doit. Là, c'est peut-être un petit peu loin. Ouais. Allez-y, allez-y. Enfin, ce que vous dites est extrêmement intéressant parce qu'en fait, ça rejoint absolument les questionnements qu'il y a sur les plateformes un peu plus B2C qu'on connaît. Où on voit aussi un des enjeux que vous mettez en avant, c'est l'enjeu de la professionnalisation sur lequel je n'ai pas insisté du tout dans mon premier propos et qui participe réellement de l'établissement de conditions de concurrence loyale. De fait, si ces acteurs-là sont en capacité aussi, à côté de leur force de captation du réseau et de winner takes all, et encore ça se discute dans certains cas, c'est aussi sur le fait qu'en fait, n'étant assujetti à aucune des règles de professionnalisation et donc en gros qui aussi valide les compétences acquises et permettent en fait d'avoir une garantie de toutes les parties prenantes, en quelque sorte, en fait, elles sont réellement des acteurs qui ne permettent pas des conditions équilibrées et vertueuses de développement des marchés. Mais au détriment ça peut être au détriment là du client, on va dire, la photographie entraîne des risques pour l'ensemble des usagers. C'est-à-dire le client, comme vous l'avez mentionné, n'avait pas le droit d'usage sur sa photo. Dans d'autres cas, on va être confronté à des problématiques de santé, sécurité au travail. Donc on voit bien qu'en fait, cette question-là du caractère professionnel et de la capacité à mettre les acteurs face à des responsabilités professionnelles, elle est fondamentale. Ce que je trouve très positif, c'est quand on voit certains opérateurs accepter de jouer le jeu, de rentrer dans l'idée qu'en fait on en sort par le haut collectivement, uniquement, grâce notamment à la reconnaissance de la dimension professionnelle de l'acte professionnel qui est presté et réalisé.
Vous avez des exemples précis là-dessus Sur les plateformes, oui, il y a un exemple qui est assez intéressant donc pas du tout dans le champ de la photographie pour le coup, mais enfin, il y en a sur la dimension sur une réflexion relevant de cette nature-là. Ce sont des plateformes qui interviennent plutôt dans le secteur des services à la personne, qu'on appelle le care, la care tech. Alors, différentes plateformes qui se sont réunies dans une sorte de fédération professionnelle, en quelque sorte, et qui en fait ont eu d'emblée l'idée de dire, en gros, nous, on est une forme d'organisation professionnelle, mais qui ne se substitue pas aux autres acteurs, c'est-à-dire la CGPME, l'UDP, que sais-je, et qui en fait ont été dans une démarche de rencontre des autres acteurs du secteur, et puis se sont rapprochés des chambres de métiers de l'artisanat, ont été menées une réflexion, donc qui dit se rapprocher des chambres de métiers de l'artisanat dit réfléchir à ce que c'est que des professions sur lesquelles il y a des certifications, puisque certaines plateformes, c'est le CARE, excusez-moi juste pour un point, c'est qu'il y a des plateformes qui interviennent dans le bâtiment, donc il y a des problèmes de garantie décennale. Donc forcément, il y a des questions de certification. Et à partir du moment où on fait rentrer un coiffeur aussi à une certification, quelqu'un qui intervient dans le bâtiment a une certification, et la certification, quand elle est acceptée par ces acteurs-là, qui apportent aussi des innovations, elle permet probablement en fait à l'ensemble du métier, quelque part, de se transformer, mais avec quelque chose qui est quelque part géré et assumé de manière collective. Et quand ça se fait, c'est assez rare pour être souligné. Je ne crois pas que ça se passe aussi facilement. Ça s'appelle une génération spontanée, c'est-à-dire qu'il est probable que dans certains cas, il faille vraiment y aller de manière très assumée et volontaire pour assujettir un certain nombre d'opérateurs à ce que sont des régulations sectorielles relevant de la reconnaissance de la qualification professionnelle d'un métier. Mais encore faut-il avoir le courage de le faire. Tu veux poser une question Damien, c'est ça? Attends, pour la question de la professionnalisation, se pose aussi la question du coût. Je ne sais pas, sur des plateformes comme Miro, par exemple, des photographes sont payés vraiment des cacahuètes. Et du coup, et c'est pas des professionnels, du coup. Donc en fait, ils marchent aussi parce que c'est pas des professionnels qui font ça. C'était ça que je voulais mettre en avant aussi. Oui, le fait qu'on soit payé 30, 40 euros, 50 euros pour une demi-journée, forcément, c'est comme appel, ça va être principalement des amateurs qui vont se tourner vers ce type de demande, rarement des professionnels. Ça, à un moment donné, on n'aura que ce qu'on aura accepté de payer. Oui. Et je pense, cette problématique-là sur la photographie, elle a été tout à fait vécue aussi dans le design, où de fait, la volonté aussi de se structurer du côté des syndicats du design, ça a été tout simplement de constater qu'en fait, sur leur métier, il y avait un nombre une concurrence par des écoles qui n'étaient absolument pas certifiées, qui effectivement déversaient, parce qu'on est quand même dans cette problématique-là, on déverse, je n'avais pas employé le terme marxiste, mais c'est des réserves de travail. Alors, on fait bouger toutes les frontières, l'amateur, le professionnel, le certifié, pas certifié, mais en fait, in fine, il y a un moment donné, réfléchir à ce que c'est qu'un acte professionnel, dans la dimension, y compris dans l'acquisition des compétences que ça nécessite. Alors, pourquoi pas réfléchir le fait que l'amateur acquiert aussi des compétences professionnelles, mais encore faut-il à un moment donné réfléchir à ce possible et les reconnaître. C'est-à-dire que, on se dit, a priori, il n'y a pas de difficulté pour se dire, quelque part, oui, une plateforme comme Miro, ça permet de révéler un talent de photographe qui peut-être n'aurait pas pu être reconnu parce que, quelque part, c'est un parcours qu'il n'aurait pas pu faire. Mais encore faut-il qu'à un moment donné,
c'est théorique, parce que je prends l'exemple comme ça, au bon, quoi. En gros, encore faut-il qu'à un moment donné, on se dise, cette compétence-là, elle a une valeur. Or, le problème des plateformes, et ça c'est beaucoup plus général, c'est qu'en gros, ça c'est un point qui m'avait vraiment frappé quand on a été chercher les conversations sur les forums comme ça des freelances, c'est en fait, du jour au lendemain, tout ce qui a construit ma valeur, ma valeur économique, ma compétence, ma carrière, du jour au lendemain, j'ai une mauvaise notation, je disparais du jour au lendemain. En fait, c'est blanc-noir. Et en fait, on est soumis à un diktat qui est quand même très très particulier. C'est la reconnaissance, et donc la construction de la reconnaissance professionnelle, elle se fait par la notation et par l'appréciation que je vais avoir sur une plateforme. Ça, c'est quelque chose de profondément déstabilisant, y compris la capacité qu'on a de construire les compétences et la reconnaissance de l'investissement que ça représente pour tout le monde. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Nicolas, tu veux réagir là-dessus sur la partie notation? Oui, justement, sur la notation, on y avait réfléchi sur UCAT et on l'a écarté. Parce qu'on n'est pas là pour se noter. On est là pour réunir deux parties pour qu'ils puissent travailler ensemble, en sécurité, en confiance et de manière éthique. On sait qu'avec le système de notation, il y a beaucoup de biais qui sont possibles. C'est pas à d'autres acteurs de noter des prestataires. Si la plateforme veut faire son boulot correctement, son travail correctement et jusqu'au bout, ça commence par la sélection de qui elle propose. Il y a un monitoring pour savoir si les travaux réalisés conviennent ou conviennent pas. Donc ça, c'est le côté relation plateforme-client qui se passe en direct avec les gestionnaires de compte. Et s'il y a des satisfactions, d'une part, les remonter aux photographes dans notre cas, parce que c'est normal qu'ils le sachent et ils construisent leur réputation, leur satisfaction, leur assurance personnelle dessus. S'il y a des soucis, il faut aussi en discuter dans un premier temps avec le photographe pour qu'il puisse avoir l'opportunité de corriger les choses. Et si les soucis se répètent, à ce moment-là, naturellement, la plateforme va moins proposer ce profil ou ne plus proposer ce profil. Et la plateforme n'est pas en recherche de gestion de problème. Il y a une sélection naturelle qui se fait, mais cette sélection naturelle doit pas être sauvage. Enfin, nous, dans notre conception, elle passait aussi avant par une gestion des clients et des photographes, et aider aussi bien à aider et amener les clients et les photographes à progresser et à évoluer. Okay. On peut avoir des photographes peu expérimentés qui produisent pas ce qui convient. On peut avoir des clients peu formés qui refusent systématiquement ce qu'ils ont demandé, alors que ça correspond au cahier des charges. Et la plateforme est là pour gérer les abus et revenir vers l'un ou vers l'autre en disant, à notre avis, en tant qu'expert intermédiaire de photographie, les photographies fournies correspondent au cahier des charges. Mmh. Et là, on a des critères, des points de discussion, des arguments pour montrer au client que le travail a été effectué dans le cahier des charges. Alors, toute grosse part de notre évolution envisagée était justement dans l'aide à la constitution du cahier des charges. Donc une aide via apprentissage automatique, intelligence artificielle et autres, mais pour que ce soit un assistant, pour aider le client à prendre conscience s'il n'en a pas déjà conscience, des points précis dans son expertise. Typiquement dans l'hôtellerie, il faut choisir les chambres qui ont la bonne exposition de lumière. Le photographe commence par allumer toutes les lumières. On fait attention aux rideaux, la symétrie des fenêtres et pas de plis sur les draps du lit. Bon, c'est typiquement ce que nous, en tant que plateforme intermédiaire, on apportait au niveau de la définition du cahier des charges. Plus le cahier des charges est correctement défini,
plus la relation va être en confiance et plus le travail livré a des chances d'être correct dès la première mise en œuvre. Ok, très bien. Oui, oui, tout à fait. Ouais, juste. Euh, J'ai abordé le domaine de l'intelligence artificielle qui va souvent avec le côté plateformisation. Ok, vas-y, je t'en prie. D'un point de vue personnel, dans l'intelligence artificielle, il faut écrire artificiel en gras, en majuscule et en énorme. C'est encore très artificiel, surtout dans le domaine de la création. Ça ne veut pas dire que ça va le rester, c'est une interrogation. Mais je pense qu'il y a une crainte que l'intelligence artificielle remplace le travail, enfin le travail des gens. Et à ce niveau-là, donc on est au niveau de l'ubérisation. Avec l'intelligence artificielle, on a moyen de faire travailler des ordinateurs 24 heures sur 24. Les ordinateurs, ça tombe pas malade, il n'y a pas de cotisation sociale dessus, ça coûte beaucoup moins cher. Et donc, on a un travail de masse qui peut être produit par cette intelligence artificielle, entre guillemets. Et ce travail de masse peut être mis en concurrence avec le travail humain. Et pour les humains qui veulent être en concurrence avec le travail de masse, il n'y a plus qu'une solution, qui être moins cher. Sur un travail de masse, j'entends. Et séparation, Nicolas, ce que tu nous dis. Pardon ? Je disais que c'était pas rassurant ce que tu nous disais, ce que tu évoquais. Alors, comme j'ai dit, artificiel, il faut l'écrire en gros, en gras. Actuellement, on a vu que ce qui est intelligence artificielle dans un certain nombre de domaines, derrière, il y a des armées de petites mains dans des pays où la rémunération est très faible et qui font le vrai travail. Inde, Chine, Sri Lanka ou autres. On a dans ce domaine, par exemple, pour le référencement Internet, il faut faire écrire des articles sur les sociétés. Des articles qui vont être diffusés sur un certain nombre de sites et qui vont renvoyer sur le site de la société qui va être bien référencé. Bon, pour écrire un article correctement qualifié par Google, il faut entre 2000 et 4000 signes et les bons termes qui vont ramener sur le bon site. Il y a un certain nombre de rédactions d'articles qui sont sous-traitées à Madagascar. Il y a des gens qui sont payés aussi pour cliquer, il me semble. Voilà, on est à moins de 5 € l'article. Et un article qui peut être diffusé sur de multiples sites. Bon, il en va de même dans un certain nombre de domaines. On le voit avec les banques d'images. Quand on analysait le marché, les photographes, sur les banques d'images, 80% des photos qui sont sur les banques d'images ne sont jamais achetées. Parce qu'elles ne correspondent à aucun cahier des charges, donc à aucune demande. On a des armées de photographes qui font des photos, qui les déposent sur les banques d'images et qui en retirent jamais rien. Bon, c'est ce que je qualifierais de travail de masse. Et ça sert à remplir. On est sur la problématique de cahier des charges et de réponse aux besoins. Quand il y a un besoin précis qui est exprimé, à ce moment-là, il peut y avoir un travail fait avec une expertise humaine. L'expertise humaine, elle est loin d'être reproduite par l'intelligence artificielle actuellement, et heureusement. Dans 10 ans, je ne sais pas ce qu'il en fera. Mais actuellement, l'expertise humaine a toujours une grande valeur. On peut comparer aussi, faire un parallèle avec le marché du luxe, avec la haute couture et autres. On peut avoir des habits qu'on achète qui conviennent très bien chez Leclerc, pas cher. On peut avoir du prêt-à-porter qui convient. Et il y a un certain nombre de personnes pour qui du prêt-à-porter est un sacrilège. Et les trois positions sont respectables. Donc, le but n'est pas de prendre tout le marché. Il y a plusieurs acteurs différents qui peuvent se partager le marché. Le marché est en évolution, les acteurs sont en évolution. C'est la loi du marché. Mais il reste un marché pour le haut de gamme ou la création
sur mesure. Et ça, c'est ce que j'appelle la réponse à un cahier des charges à la pièce. C'est-à-dire, j'ai besoin de 30 photos pour telle mission dans sur tel critère. On ne va pas s'adresser à un photographe pour produire 50 000 clichés. 50 000 clichés dans le mois. Mhm. Il y a du travail de masse, il y a du travail sur mesure. Ok, très bien, Nicolas. Je vais rebondir sur la partie photothèque parce que on a ce soir Julie Sarah Marguet, qui est la CEO de la photothèque Pictia, qui est là ce soir. Julie, est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet Pictia, où ça en est, et puis ce que vous souhaitez en faire? Alors bonsoir plutôt. Alors nous avons créé une photothèque qui est une plateforme décentralisée, que ce soit en termes technologiques et en termes de présence sur le web. Le constat a été, je fais de la photographie, je suis passionnée moi de photographie. Je me suis associée avec un ingénieur R&D en informatique et le constat a été que 85% des utilisations des images sur Internet sont frauduleuses, ce qui provoque un préjudice considérable pour les photographes en termes de reconnaissance et de manque à gagner. En fait, finalement, les photographes ont peur de diffuser leurs images sur Internet, peur de se les faire voler, et finalement, ils ont du mal à se faire connaître, ils ont du mal à avoir une certaine présence sur le digital qui est nécessaire pourtant à leur reconnaissance et à leur connaissance auprès de leurs potentiels futurs clients. Donc, l'idée était donc de créer une solution qui va les aider à protéger et à gérer leurs droits d'auteur lors de la diffusion de leur image sur Internet. Ça passe par plusieurs services et par une chaîne de valeur complète. D'abord, il y a la certification des images. On crée les certificats d'authenticité des images via technologie blockchain, le but étant de créer un lien indestructible entre l'auteur et son image et incontestable, qui lui servira ce certificat de preuve lors d'éventuels litiges, etc. Preuve de redatage. Donc pour ce certificat, on a travaillé avec une directrice de centre de recherche juridique, spécialisée aussi sur des programmes européens de recherche sur les smart contracts blockchain, qui nous a accompagnés sur le développement de ces certificats. Donc déjà pour établir le lien entre l'auteur et son image, et puis en ce qui concerne la diffusion de l'image sur Internet, à ce moment-là, nous, on va proposer aux photographes un module qui s'intègre sur ces images de façon très simple et qui va permettre à l'image d'être diffusée de façon sécurisée sur le web. Au survol de l'image, il est automatiquement cité, il y a un lien vers son site web, il y a même un bouton, si le photographe l'autorise, d'achat de licence de son image. Et à ce moment-là, la problématique de la reconnaissance du photographe lors de la diffusion de son image sur le web est réglée. Et puis, s'il y a des utilisations frauduleuses, des captures écran de son image, qu'elles soient modifiées ou pas modifiées, on retrouve ces utilisations de ces images sur l'ensemble des sites Internet. On lui délivre une liste actualisée mensuellement, avec une fréquence régulière et optimisée des listes qui utilisent ces images. Et puis le photographe a le choix à ce moment-là de décider d'une action, soit d'un litige avec une demande de retrait, soit d'un litige avec une proposition de vente pour que la personne puisse continuer à utiliser l'image de façon régulière, ou s'il ne veut pas engager le litige via la plateforme, en tout cas via Pictia, il peut aller au contentieux si c'est une marque renommée qui a utilisé de façon irrégulière son image, etc. Le litige a une certaine valeur, entre guillemets, le préjudice n'est pas le même, et à ce moment-là, on lui délivre un rapport de preuve que l'on a déjà effectué au préalable de l'utilisation de l'image sur un site Internet à un instant T. Ce rapport de preuve est lui aussi enregistré dans la blockchain de façon immuable et incontestable. Et c'est ce qui va aider le photographe à se défendre s'il y a contentieux, et au final peut-être de régler les choses à l'amiable, puisque là, finalement, les marques ou les diffuseurs n'auront plus intérêt d'aller jusqu'au tribunal, puisque le photographe aura son certificat, il aura éventuellement décrit l'originalité de son œuvre via des versions de certificat qu'il peut créer, et puis il y aura eu le rapport de preuve
qui établit de façon incontestable l'utilisation de l'image sur le site internet à un instant T. La gestion litige, quand on l'a fait en propre, on l'a fait de façon automatisée chez nous. On extrait le code source du site internet, on extrait les contacts du site internet, on demande au registraire des noms de domaine le contact du site internet. On le fait de façon automatique, et puis si ça ne fonctionne pas en tant que Pictia, à ce moment-là, on transmet le dossier à chaque fois à notre cabinet d'avocats partenaire. Donc on aura à terme plusieurs cabinets d'avocats qui se brancheront sur notre plateforme. Ils ont une plateforme à eux aussi. En ce moment, on a notre premier cabinet d'avocats partenaire, qui est un des premiers cabinets en France et de la zone Asie, qui s'appelle Yellow, et qui nous accompagne dans le développement de ce projet. D'accord, très bien. Quand vous dites, je vous interromps juste 2 secondes, quand vous dites que les photographes ont peur de mettre leurs photos sur Internet, des banques d'images, il en existe déjà pas mal. Les professionnels déposent leurs images soit en agence de presse ou dans sur la Safe Image, par exemple. Donc les images ont des droits encadrés. Là, ce sont pour des images que peut-être des amateurs mettraient sur Instagram ou des professionnels déposeraient sur un endroit qui ne serait pas sécurisé. En fait, on s'adresse aux photographes amateurs, à n'importe quel type de photographe à partir du moment qu'il a réalisé une photographie. Les droits d'auteur existent, que ce soit pour les amateurs ou pour les professionnels. On ne fait pas de distinction là-dessus. Mais la vente de licence via le module, elle se fait sur le site internet directement du photographe, puisque les images sont diffusées sur son site internet en propre. Et à ce moment-là, le module lui sert finalement à transformer son site internet en site e-commerce. D'accord. Mais quand le photographe aussi ou l'image se diffuse sur le web, finalement, où est-ce que les gens vont chercher, où est-ce que les diffuseurs vont chercher des images? C'est sur Google Images en premier, avant même d'aller sur les banques d'images. Tout le monde va sur Google Images chercher une image. Eh bien nous, les images qui sont diffusées avec Pictia et avec le module augmentent le référencement des images. Finalement, le but, c'est plus de les cacher, mais de les mettre en avant et qu'elles soient très bien référencées sur Google Images et de permettre directement l'achat de l'image via Google Images. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution de la vision sur les IPTC. Les IPTC, apparemment, sont compressés et disparaissent la plupart du temps sur le web. Et là, tout d'un coup, on vient de s'apercevoir qu'avec les IPTC, on pouvait complètement reconnaître l'image et la rendre bankable, ou en tout cas la commercialiser si on pouvait commencer à reconnaître les IPTC. Donc, on voit bien que Google et Facebook, on regarde ces choses-là d'une manière complètement différente aujourd'hui, il me semble. Oui, c'est vrai. Après, si vous voulez, le but, c'est de créer un nouveau modèle on n'est pas pour l'instant une banque d'images, un microstock ou quoi que ce soit. Nous, notre but, c'est vraiment que tous les photographes, qu'ils soient du coup amateurs ou professionnels, puissent protéger, gérer leurs droits d'auteur, sécuriser la diffusion de leur image, qu'ils n'aient plus peur de la montrer sur Internet, et qu'il n'y ait plus ce problème que l'on entend tous les jours de « on m'a pris mon image, je ne sais pas comment faire, j'en ai marre, je ne les mets plus sur Internet ». Ou alors, je suis défaitiste, je les mets sur Internet, on me les vole et tant pis. Et voilà. En fait, il y a une propriété à l'image et ça, il faut la conserver. Et puis, finalement, les acheteurs qui vont donc acheter les images Pictia vont l'utiliser avec le module et vont permettre finalement que le photographe ait une nouvelle visibilité via justement, vu qu'il est automatiquement cité au survol, etc. Il n'y a plus ce côté où je cite le photographe, je ne sais pas où le mettre sur mon site internet, ce côté justement obligation légale que les diffuseurs de contenu ne font souvent pas ou mal. Là, il n'y a pas de question, le photographe est automatiquement cité et là aussi, finalement, ça part de visibilité dans ce système. D'accord. Ok, très bien. Et donc là, en ce moment, vous êtes en train de faire un peu un tour de différentes personnes pour promouvoir et pour comprendre et pour expliquer votre plateforme? Oui, en effet, depuis le début du projet, il y a 4 ans, on a fait beaucoup de recherche et développement, que ce soit en termes stratégiques ou techniques. En termes stratégiques, on est allé voir les photographes, c'était les premiers intéressés, bien sûr. Et on a co-développé avec eux la plateforme, mais vraiment, à chaque étape, on a validé avec eux ce qu'ils souhaitaient, comment ils le voulaient, etc. À travers
des études, des questionnaires, en allant les voir dans les festivals. On s'est rapproché de photographes comme Pierre Delaunay, qui nous ont beaucoup aidés du coup à améliorer notre système et à répondre au mieux aux besoins. Et puis là, aujourd'hui, on en est au lancement commercial de notre plateforme. Elle est ouverte au public. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui à Paris. On vient de Lyon. On est à Paris cette semaine pour rencontrer entre autres Fisheye, vous, et commencer à discuter du coup de l'ouverture de notre plateforme et de ses encore futures améliorations. Fisheye, c'est une intégration éventuelle au sein de l'incubateur qui s'appelle l'agrandisseur Fisheye, qui est dédié du coup aux startups du monde de l'image. Et puis, on a été présent hier à Big Innovation de BPI France, puisqu'on a remporté le prix Pépite France du ministère de supérieur de la recherche et de l'éducation qui nous a attribué le prix Pépite. Voilà. D'accord, très bien. Donc l'UPP va examiner ça de manière précise. Damien, tu avais une question éventuellement ou une réflexion Damien, adhérent UPP présent, qui est avec nous ce soir. Bon, très bien, parfait. Odile, sur les photothèques, sur l'évolution, sur comment marchandiser, enfin comment gagner une photo comment gagner de l'argent avec une photo, c'est l'histoire de licence comme ça qui évolue. Moi, je voyais bien qu'avec les évolutions techniques, on pouvait évidemment, de manière peut-être plus simple aujourd'hui, reconnaître une photo qui est sur le web et la monétiser. Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Les techniques existent en tout cas. Donc ça, c'est une évolution intéressante pour les photographes qui peuvent justement, je dirais, alors mettre leurs photos en toute sécurité, en tout cas, et pouvoir gagner de l'argent avec. Parce que ce que j'entends, et ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est aussi, parce qu'on le voit y compris dans d'autres secteurs de plateforme, il y a un moment donné, il y a un risque sur un litige. Et certains acteurs risquent gros et sont en capacité de payer cher sur ces litiges-là. Et c'est là où, moi, il me semble que c'est là où ça se joue, parce que on se dit, moi, si j'étais photographe, je n'irais pas automatiquement si je constate un usage qui est pas autorisé de ma photo, systématiquement pour donner suite. Par contre, on voit bien que ça incite réellement à la responsabilisation de ceux qui sont en capacité justement de payer le prix d'acquisition qui est nécessaire. Et donc, ça a apporté des solutions technologiques. En gros, c'est l'innovation répond à l'innovation. C'est pour ça qu'effectivement, on peut comprendre pourquoi vous ayez obtenu un prix, parce que c'est une réponse qui est extrêmement... qui répond par l'innovation technologique à un problème qui est technologique. Moi, je travaille plus sur des sujets d'interopérabilité, pour le coup, donc ça apporte d'autres réponses. Et l'interopérabilité, c'est aussi une façon de dire on peut faire la même chose que les plateformes, mais au travers d'une solution technologique qui est celle des nouveaux standards qui sont développés par la W3C. Donc on voit bien que ça ouvre tout un potentiel, y compris de réappropriation de la valeur, et donc pas forcément par justement la civilisation, là pour le coup. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui est le fait qu'il y a des réponses possibles, et que c'est très important, et très, très prometteur et très stimulant de voir que ça se met en place. On sent bien quand même que ça doit être aussi quand même, tout ça doit être assez encadré pour que tout le monde puisse, je dirais, y gagner dignement sa vie, Et à mon avis, ça, je pense que c'est. Alors encadré, puis surtout, financé, parce qu'en gros, on est quand même dans un contexte. Moi, je le vois dans les acteurs qui sont plutôt des acteurs, on va dire, coopératifs, qui vont dans certaines banques censées financer des acteurs coopératifs et qui ont en fait énormément de mal à lever des fonds. C'est-à-dire qu'il y a un problème vraiment d'acculturation, de connaissance par l'ensemble des chaînes d'acteurs en capacité de décider,
ça aille de la collectivité, à la banque, en passant par les pouvoirs publics, à comprendre qu'il peut y avoir ce type-là d'acteurs qu'on peut promouvoir. Donc, dans ce sens-là, il y a vraiment tout un travail qui se fait. Il y a des initiatives qui, justement, visent à sensibiliser beaucoup, et les municipales ont été un terreau aussi pour une réflexion, un lien aussi avec le Covid, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on a vu des réflexions sur certaines municipalités qu'on n'avait peut-être pas forcément vues si prégnantes auparavant. On se rend compte qu'on veut promouvoir autre chose. Il y a des leviers, le cahier des charges, il y a plein de leviers. Mais bon, le principal problème pour une start-up, c'est quand même de lever des fonds. Donc, et ça va pas de soi. C'est là qu'il faut faire de l'acquisition, il faut pouvoir aussi lever des fonds pour promouvoir autre chose. C'est vrai. Lever des fonds, mais aussi payer et normalement les utilisateurs aussi des deux côtés. Voilà. Donc beaucoup de il faut continuer à encadrer. On se souvient en février de cette année, il y a eu plusieurs de syndicats et organisations professionnelles qui avaient publié une tribune sur les plateformes qui doivent absolument respecter le droit d'auteur. Donc je redis comme ça, on arrive à la fin de notre discussion, mais ce qui avait été dit en février de cette année. Donc les organisations représentatives des auteurs photographes attendent de la part des plateformes une assurance que leurs conditions générales respectent le droit d'auteur, la confirmation que leur facture inclut une ligne de cession de droits dont le montant est proportionnel à l'étendue des droits cédés. D'une manière générale, la sécurisation des droits d'auteur et des diffuseurs pour que le modèle économique de la plateforme devienne un modèle éthique et responsable, le respect du code du travail, l'acceptation des négociations pour établir aussi des barèmes de rémunération, sans déséquilibrer de manière significative les parties, et puis conforme aux usages de la profession. Donc on a encore pas mal de vigilance. L'UPP, et puis on reviendra vers vous parce qu'on attend encore des réponses par rapport à tout ça. Avec le Covid, ça a pris un peu de retard, mais on espère que d'ici l'automne et l'hiver approchant, on aura des réponses à toutes ces questions. On arrive à la fin. Merci infiniment d'être venus, Nicolas, Odile, Julie, Sarah. Merci beaucoup. On a un public, une foule en délire, donc c'est vraiment formidable. C'était très très intéressant et c'était un vrai bonheur de vous avoir. Merci infiniment et à très vite à l'UPP.